Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Programme plutôt calme pour la semaine prochaine, on va y revenir dans quelques instants, mais d'abord un bilan rapide de cette semaine, marqué évidemment par toutes les réunions des principales banques centrales de la planète. On retiendra d'abord la première hausse de taux réalisée par la Banque d'Angleterre qui avait un taux directeur à 0,10% qu'il a passé à 0,25%. Donc c'est la première à dégainer en fait, avant la BCE, avant la Fed et avant la Banque du Japon. Donc première hausse de taux pour la Banque d'Angleterre où on savait que la situation sur les salaires était bien plus tendue que sur la zone euro par exemple, et également où les niveaux d'inflation continue d'être tendu, donc la Banque d'Angleterre a décidé d'agir et a relevé pour la première fois son taux directeur. L'autre rendez-vous de la semaine, c'était évidemment la réunion de la Fed avec une banque centrale américaine qui est apparue plus agressive que ce qui était anticipé. 3 hausses de taux sont prévues pour l'année prochaine, 3 hausses de taux suivront encore normalement en 2023, et puis surtout une banque centrale qui a donné le sentiment qu'elle s'intéressait, ou en tout cas qu'elle commençait potentiellement à s'inquiéter de cette inflation qui était initialement perçue comme transitoire et qui s'est avérée être beaucoup moins transitoire que cela. On rappelle que Jérôme Powell, donc le président de la Fed, avait supprimé le terme transitoire pour qualifier l'inflation quelques jours avant cette réunion, et le communiqué de manière globale était effectivement beaucoup moins accommodant que que certains pouvaient attendre. On savait quand même qu'une révision de la position de la Fed était nécessaire avec un des chiffres d'inflation, on rappelle, au plus haut depuis 1982 aux États-Unis. Il fallait effectivement commencer à prendre les devants. Et on voyait également une situation où certains marchés commençaient déjà à anticiper ces mouvements-là. On parle du marché des changes, par exemple, avec un dollar qui avait largement progressé ces derniers mois. On rappelle également qu'un marché spécifique, que le marché des futurs Fed Funds, qui est donc une estimation de ce que seront les taux de la Fed sur des échéances de réunion mensuelles, eh bien ces futurs Fed Funds priceaient déjà des hypothèses de redressement de taux pour le mois de mai ou de juin. Et en fait, une fois que le communiqué de la Fed est tombé cette semaine, eh bien on a vu que les probabilités pour un redressement de taux sont arrivées plus tôt en fait dans l'année. On a des probabilités qui commencent à ressortir désormais pour le mois d'avril, notamment pour une possible première hausse de taux. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Fed, et c'est ce qu'elle a annoncé, va devoir accélérer son tapering, c'est-à-dire le ralentissement des achats d'actifs. Ce ralentissement va passer à 30 milliards par mois, ce qui veut dire qu'en l'espace d'un trimestre, elle va évaporer complètement le tapering, enfin complètement les achats d'actifs. Donc 120 milliards par mois qui avaient déjà commencé à être diminués, là vont être nettement accélérés pour qu'ils s'arrêtent complètement ces achats d'actifs au mois de mars, pardon. Et puis ensuite, une première hausse de taux qui très probablement arrivera au deuxième trimestre. Du côté de la BCE, un message toujours plutôt prudent, plutôt accommodant, même si la Banque Centrale Européenne, par la voix de Christine Lagarde et d'autres speakers de la BCE qui sont exprimés plutôt en fin de semaine, ont estimé qu'il y avait quand même des risques orientés à la hausse concernant l'inflation, mais que pour l'instant, effectivement, il n'y avait pas de nécessité d'agir. Et Christine Lagarde qui estime qu'il est peu probable que nous ayons même une hausse de taux en 2022. Donc il est possible que cette position de la BCE soit peut-être un petit peu trop accommodante par rapport à la réalité, et que certains ajustements de communication aient lieu. En tout cas, ça a donné lieu à un redressement de l'euro par rapport au dollar. L'euro qui s'est un petit peu redressé par rapport au dollar ces dernières heures. Et donc, un élément qu'on continuera de surveiller la semaine prochaine. On a vu que le dollar globalement avait faibli un petit peu par rapport aux principales devises, en conséquence notamment de cette hausse des taux de la Banque d'Angleterre, et puis de ce qui a fait aussi grimper l'euro. C'est moins la tonalité de la BCE que les prévisions d'inflation pour l'année prochaine qui ont été très fortement rehaussées par la BCE. Lors de la dernière estimation de la Banque Centrale Européenne, on avait des anticipations d'inflation qui étaient aux alentours de 1,7, 1,8, et on se retrouve désormais avec des prévisions d'inflation supérieures à 3%, donc pour l'année prochaine. Donc très forte révision à la hausse des prévisions d'inflation pour la BCE, et c'est ça qui fait réagir notamment l'euro par rapport au dollar. On a également eu cette semaine pas mal de chiffres côté US. Ce qu'on retiendra, c'est sur des ventes au détail aux États-Unis qui ont été moins bonnes qu'attendues. Donc forcément, quand on voit des chiffres sur la consommation qui sont un petit peu moins bons qu'attendu, forcément on essaie de voir s'il y a un lien avec l'inflation en fait. On voit que dans les différentes études auprès des consommateurs américains, eh bien l'inflation est mentionnée comme un des risques principaux par le consommateur, et effectivement c'est pour ça que l'administration Biden a pris ce problème d'inflation à bras le corps et en a fait une de ses priorités, et c'est aussi probablement pour ça que la Fed a commencé à changer son ton par rapport à ça, pour ne pas qu'effectivement cette inflation trop élevée pour l'instant décourage les consommateurs de consommer. Donc ce chiffre a probablement aussi réveillé
pour une partie du marché ce sentiment qu'effectivement la Fed était peut-être un petit peu en retard sur sa trajectoire et qu'il fallait effectivement commencer à faire retomber assez rapidement la question des prix. On notera également cette semaine une tension qui s'est un petit peu accrue entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis ont décidé de sanctionner d'un point de vue commercial plusieurs entités chinoises, d'autres également de différents pays, Malaisie, Turquie également, mais c'est sur la Chine qu'on a quand même le plus d'attention de ce côté-là, et la Chine qui a répliqué donc dès le lendemain indiquant qu'elle défendrait sa souveraineté et les intérêts de ses entreprises. Donc voilà, ça se tend toujours sur ces questions commerciales entre les États-Unis et la Chine, et on a vu que la volatilité globalement sur les marchés est un petit peu reparti donc à la hausse après notamment l'intervention de la Fed, pas le soir même où c'était même plutôt l'inverse, on a une espèce de détente marquée mais un petit peu artificielle en fait, des marchés qui ont beaucoup grimpé juste après le communiqué de la Fed, mais ça n'a pas tenu bien longtemps parce qu'effectivement il n'y a pas vraiment de raison à cela, le communiqué de la Fed était plus agressif que ce qui était anticipé et les marchés qui ont tout relâché le lendemain, notamment les valeurs technologiques américaines dans le Nasdaq ou dans le S&P. Donc ça c'est à surveiller au niveau des relations entre les États-Unis et la Chine. Il y a juste quand même une petite information positive par contre entre les États-Unis et la Chine. Apparemment, selon des sources chinoises, des discussions ont lieu actuellement, ont lieu entre les deux puissances concernant la transparence des entreprises chinoises qui sont cotées sur la place américaine. Vous savez qu'il y a eu des menaces de délisting de part et d'autre d'ailleurs de ces groupes chinois cotés sur les marchés américains. Eh bien, il semble qu'il y ait des discussions à ce sujet concernant notamment l'audit, c'est-à-dire la transparence des données qui sont communiquées aux actionnaires en fait de ces entreprises chinoises, notamment des fonds d'investissement américains ou des particuliers américains qui achèteraient ou qui prendraient des actions de ces entreprises. On a donc sur les marchés une semaine plutôt défensive qu'on a vu, une semaine défensive sur différents actifs. En fait, on a vu le pétrole qui était plutôt stable, parfois un peu baissier. On a vu des marchés actions qui ont alterné des phases de hausse et de baisse avec des gaps, donc c'est des trous de cotation assez importants, ce qui montre que le marché ne sait pas trop sur quel pied danser par rapport à ça. C'est-à-dire que d'un point de vue macroéconomique, il y a des statistiques qui restent bonnes, les prévisions de croissance pour l'année prochaine qui restent bonnes, mais des sujets court terme qui restent toujours des sujets de préoccupation, ce qui sont les sujets qu'on cite chaque semaine. C'est les sujets effectivement liés au ralentissement des programmes monétaires des banques centrales, des questions sur la nature des résultats des entreprises au 4e trimestre dans un environnement de hausse de coûts relativement marqué pour les entreprises et d'hausse de salaire dans certains pays, et puis des questions toujours sanitaires évidemment avec le variant Omicron. Donc ça participe de cette nervosité où le marché va alterner comme ça des phases de rallye assez importants et puis d'un seul coup des chutes, et ceci ouvrant donc ce qu'on appelle les trous de cotation, et plus les trous de cotation sont importants entre la clôture de la veille et l'ouverture le lendemain, bien plus ça signifie que le marché a du mal à se positionner en fait d'un jour à l'autre, et donc ça traduit qu'il y a une nervosité sous-jacente. Donc il n'y a pas de panique sur les marchés, mais on voit des acteurs de marché qui ont du mal à fixer un prix juste et stable sur les actifs durant cette semaine, et il serait assez logique de voir ce contexte se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, parce qu'encore une fois, si on attend les résultats des entreprises pour voir un petit peu plus clair sur l'impact à nouveau de ce variant, des variants Delta et Omicron, si on attend de voir l'impact sur l'activité des entreprises et également l'impact lié à ces hausses de coûts, bien effectivement peut-être que le marché n'a pas envie de s'exposer trop d'ici la fin de l'année. L'année a été quand même plutôt bonne pour la plupart des gérants d'actifs, avec des performances indicielles qui ont été bonnes, donc il est tout à fait possible qu'on ait un marché qui reste calme jusqu'à la fin de l'année, en attendant encore une fois d'y voir un peu plus clair sur le résultat des entreprises. Une information également de cette semaine, cette fin de semaine, c'est la dégradation, ça y est, par l'agence Standard & Poor's de Evergrande. Donc l'agence Standard & Poor's a dégradé le principal promoteur immobilier chinois à la note SD, c'est-à-dire défaut sélectif, qui est donc l'avant-dernière note avant un défaut total. Donc c'est une situation qui est vraiment très fragile, mais du côté de la Chine, on voit qu'il n'y a pas de panique sur les marchés, ni sur la dette d'entreprise, la partie high yield, c'est-à-dire la partie de la dette à haut rendement, ni sur les marchés actions chinois. Il n'y a pas de panique ces derniers jours. Alors toujours se méfier effectivement de ces paysages un peu contrastés, c'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement il n'y a pas de vraies bonnes nouvelles sur le front des promoteurs immobiliers. Pour autant on voit que sur le front de la dette ça s'est un petit peu stabilisé, ça est beaucoup baissé comme avant, l'obligataire d'entreprise, le marché obligataire pour les entreprises en Chine c'était largement dégradé, avec des valorisations d'obligations qui avaient très nettement baissé ces derniers mois, mais disons que depuis que la situation finalement est arrivée presque à son paroxysme pour Evergrande, c'est-à-dire des non-remboursements et donc un défaut sélectif, on voit que le marché de la dette d'entreprise, les valorisations n'ont pas rechuté plus lourdement que ça. Voilà, ça ne remonte pas pour autant, mais ça ne s'est pas redégradé. Il n'y a pas eu à nouveau de surcoût baissier après ces différentes annonces. Donc est-ce que c'est un signe d'un peut-être début de stabilisation? 5, un peu tôt quand même pour le dire.
pour être certain effectivement qu'on est tourné à la page, il n'y aura pas d'autre choix. Il faudra qu'il y ait une détente sur ce marché obligataire d'entreprise chinois, plus un rebond des indices, un premier rebond un peu marqué, vous voyez 5, 6, 7%, et là on pourra effectivement commencer à se dire que, effectivement, la situation est sous contrôle, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Autre information de cette semaine, et après on passe au programme pour la semaine prochaine, c'est le gaz. Le gaz qui poursuit son ascension assez folle en Europe, une vraie divergence avec les cours du gaz aux États-Unis, donc le gaz naturel, le gaz coté sur les marchés. On voit une trajectoire qui s'est complètement affaissée côté US, donc il y a vraiment une divergence massive avec l'Europe. La question des températures n'est pas la seule responsable, bien évidemment. La situation géopolitique, Russie, Europe, Ukraine explique largement ces mouvements-là. Mais pour donner un repère des niveaux de prix du gaz naturel en Europe, ils sont par rapport à la même période en 2019, c'est-à-dire avant la crise Covid, et bien on a des cours du gaz naturel sur les différentes places d'échange en Europe qui sont 9 fois supérieurs à ce qu'ils étaient à la même période en 2019. Donc on voit bien le niveau totalement intenable en fait de ces cours du gaz et qui nécessite une détente urgente sur le front géopolitique pour commencer à avoir une Russie peut-être un peu plus souple sur l'envoi de son gaz en Europe. Une bonne nouvelle quand même cette semaine, c'est des délais qui semblent se raccourcir un petit peu sur les questions logistiques au niveau mondial, notamment sur les délais qu'il faut pour décharger les porte-containers, sur le nombre de porte-containers coincés dans les ports parce que effet d'embouteillage, et bien on voit que ces chiffres se détendent un petit peu, c'est très 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 léger, donc c'est vraiment un tout début d'inflexion, mais c'est quand même une première bonne nouvelle sur le front de la question des pénuries et des prix notamment. Mais on est encore qu'au début, donc il n'est pas certain que le marché pour l'instant commence déjà à saluer ça. Ça reste des éléments vraiment très très anticipés qu'on commence à voir, mais qui n'ont pas produit pleinement leurs effets. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Rapidement la semaine prochaine, donc une semaine relativement courte. C'est surtout entre mardi et jeudi qu'on aura des événements économiques. Donc lundi, pas de grosses statistiques. Mardi, on aura des chiffres de confiance des consommateurs pour l'Allemagne et pour la zone euro. Mercredi, on aura le chiffre du PIB, de la croissance donc américaine, le chiffre final. Donc on sait qu'il y a 3 chiffres qui tombent à chaque fois pour la croissance aux États-Unis. Là, c'est le chiffre final, donc on va quand même le surveiller, même s'il devrait être sans trop de surprise. On aura des chiffres importants par contre à surveiller pour la confiance des consommateurs aux États-Unis, justement, celle mesurée par le Conference Board. Il y a 2 mesures, Université du Michigan et Conference Board. Là on aura la mesure du Conference Board, donc évidemment un élément majeur en ce moment, comment se porte le consommateur américain, quel est son moral en fait, et ça c'est un élément important évidemment pour les marchés. On rappelle que la consommation c'est 2/3 du PIB aux États-Unis. Les ventes de logements également aux États-Unis ce sera mercredi, les ventes de logements existants donc. Et puis jeudi, on aura commande de biens durables aux États-Unis. On aura également des données sur les dépenses personnelles des Américains et leur niveau de revenus personnels. Et puis un chiffre sur les ventes de logements neufs. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.